Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Nicolas Vian, directeur de l'expérience client chez Opportunity. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour 50 minutes pour parler de l'expérience client digitale, qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour les marques. Et autour de moi, j'ai un certain nombre d'invités qui vont échanger, partager sur comment réussir cette transformation digitale. Alors, je vais démarrer par Julien Veil, qui est directeur de l'expérience client chez... directeur commercial chez Homefriend. Pas encore. Chez Homefriend. Julien, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes et nous parler d'Homefriend? Alors, merci Nicolas, bonjour à tous. Alors, en deux mots, Homefriend est une filiale du groupe Veolia. Veolia dans sa branche eau. Et nous travaillons essentiellement sur comment digitaliser la relation client. Alors, d'une part avec des acteurs ou des opérateurs privés, pour le compte de Veolia par exemple, mais aussi la spécificité qui est la nôtre, c'est que nous travaillons avec le secteur public et plus spécifiquement les collectivités locales qui de plus en plus aujourd'hui sont confrontées au besoin d'avoir ou d'établir une relation usagée, non plus client, ou citoyenne, puisqu'il y a aussi tous les enjeux environnementaux, civiques, citoyens, qui font que non seulement on va être dans une relation de service, mais aussi qu'on va pouvoir passer des messages. Voilà un petit peu notre métier. On navigue un petit peu entre le privé, le service client, et le public avec le service à l'usager. Très bien, on aura l'occasion de parler tout à l'heure des différentes solutions que vous mettez en place. À vos côtés, voici Salomon Parienti, directeur général chez Armatis. Salomon, est-ce que vous pouvez nous parler d'Armatis, même si voilà, c'est une marque qui est connue, en tout cas parmi les acteurs de la relation client? Dans l'expérience client, Armatis LC est aujourd'hui le 5e acteur en France. Nous avons la chance d'avoir 10 000 collaborateurs répartis sur 21 sites de production et sur 4 territoires, avec une spécificité, c'est qu'on est très présent en France, avec 11 centres de production en France. Très bien, merci Salomon. Je passe maintenant la parole à Alexandre Boyer, président de Speak 33. Bonjour Alexandre, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Speak 33, en quelques mots, c'est une structure qui existe depuis 10 ans, une société qui est spécialisée dans la vente à distance, dans le conseil, dans le pilotage et dans l'acquisition. On accompagne principalement deux secteurs d'activité, les télécoms et l'assurance. Et c'est une activité qui a des bureaux donc, sur Paris et sur Bordeaux. Très bien, merci Alexandre. Ensuite, je vous présente Isabelle Renard. Isabelle, vous êtes avocate, ingénieure et essentiellement et spécialisée en droit numérique, d'où votre présence ici aujourd'hui et je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes? Oui, tout à fait. Je suis ingénieure de formation et il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé de faire un peu de droit. J'ai mal tourné. Je suis devenue avocat au bout de quelques années et j'accompagne mes clients dans ce qu'on appelle maintenant la transformation digitale, dans ce qu'on appelait les nouvelles technologies, avec toutes effectivement ces réglementations qui s'accumulent, cette incertitude des clients et qui rend mon métier passionnant. Très bien. Mais en tout cas, on est ravis que vous soyez avec nous. Et enfin, Laurent Lamberti. Laurent, vous êtes... on se connaît bien, Laurent. On se connaît bien, on partage vous nos êtes activités. consultant, directeur du programme Record Sign et Video Sign, et vous accompagnez notamment Opportunity. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Opportunity en quelques secondes? Oui, Opportunity est aujourd'hui une société 100% française qui agit dans tout le marketing automation et sur la relation client. Donc elle est au cœur de ce sujet aujourd'hui et on aura l'occasion, notamment sur les deux sujets que tu as évoqués, on va se tutoyer, on se connaît très bien, on va évoquer la partie souscription qui je pense est extrêmement importante et aussi ce nouveau canal qui est la vidéo et qui permet de faire beaucoup de choses et d'expliquer beaucoup de choses aux consommateurs par l'image, par l'explication. Et je crois qu'on aura des exemples concrets qui sont l'objet de notre réunion aujourd'hui.
Très bien, merci Laurent. L'idée, en fait, c'est justement de répondre à cette question, comment réussir la transformation digitale au cœur de la relation client. Donc, nous allons passer 50 minutes ensemble. N'hésitez pas à intervenir, vous qui êtes devant vos écrans, et puis n'hésitez pas aussi, vous également, à intervenir et à rebondir sur les différents sujets que nous pourrions aborder pendant ces 50 minutes. En tout cas, nous, on est ravis d'être là, et je vais commencer par Julien, donc, qui, je le rappelle, est directeur commercial chez HomeFriend. HomeFriend est reconnu comme acteur référent dans la maîtrise des solutions numériques. Aujourd'hui, vous utilisez plusieurs solutions digitales dont l'objectif est d'améliorer l'expérience client. Comment aborder la relation client et l'univers du digital aujourd'hui, Julien? Alors, l'expérience pour nous, elle est double, parce qu'elle est à la fois liée à l'opérateur et au client. Nous, on a cette spécificité, c'est que nous travaillons, notre président André Claverie dit qu'on est au service des clients de nos clients, puisque l'approche B2B2C, dans un monde comme le nôtre, puisque nous travaillons avec des opérateurs comme Veolia, que j'évoquais tout à l'heure, fait que nos clients, qui sont les collectivités territoriales, ne sont pas les consommateurs finaux de la ressource, parce que le consommateur final du service des eaux, c'est l'usager. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à la fois à ce que notre client améliore son image, modernise sa relation client, et dans le même temps, comment est-ce qu'un usager qui lui-même est client de l'opérateur va pouvoir, alors que son métier, le métier de l'opérateur n'est pas directement de gérer cette relation client, comment est-ce qu'à travers nos services, on va pouvoir toucher les deux personnes? Et ça, c'est vraiment un enjeu très important pour nous. Donc, d'un côté, on modernise la relation client grâce au digital, parce que le digital n'a de sens que s'il accompagne un projet, que s'il contribue à l'amélioration de la relation client, Et puis, dans un autre temps, comment est-ce qu'on va accélérer et rendre cette expérience client plus agréable, plus informative, plus ludique et surtout plus efficace. La vraie finalité de ça, c'est l'efficacité de la relation client. Donc, nous, on travaille essentiellement autour de 3 axes dans cet objectif de rendre service aux clients de nos clients. On a renforcer et digitaliser la relation client à travers différents outils que j'évoquerai dans un court instant. Deuxièmement, on améliore de ce fait la visibilité de nos partenaires, opérateurs publics ou privés. Je vous parlais tout à l'heure, donc bien sûr de Veolia, mais je vous parlais des collectivités territoriales qui sont un peu dans la même approche parce que elles doivent assurer un service. Le monde de l'eau, par exemple, pour ne citer que lui, se gère soit en direct, soit par le biais de contrats. Ça veut dire qu'une collectivité va soumettre à une entreprise privée la gestion de ce service. Pour autant, l'usager, il va se plaindre à la collectivité. Donc nous, notre travail, dans la mesure où on va gérer cette relation client pour le compte d'un opérateur, c'est de faire en sorte d'avoir à la fois une collectivité qui soit satisfaite du service qu'on lui transmet, mais aussi un usager qui ne pourra pas se plaindre directement à la collectivité parce que le service, c'est nous qui le gérons. Donc il y a tout cet enjeu-là de rendre service aux clients de nos clients. Et troisième élément, c'est augmenter la valeur client. Moi, j'ai entendu récemment je ne sais pas si mes homologues le partageront aujourd'hui, mais une personne qui disait un mauvais service client coûte plus cher qu'un bon service client. Et cher à 2 égards. Cher parce que il peut coûter cher pour la marque et pour l'entreprise parce qu'elle perd ses clients. Mais économiquement, c'est un coût aussi qui peut être important parce que y a des conseillers clients qui vont devoir être renouvelés, des coûts, une qualité de service qui va diminuer. Enfin, c'est à la fois cher sur le plan économique, mais aussi cher pour l'image de marque que va donner soit l'opérateur, soit le client de l'opérateur, donc une collectivité. Donc pour ça, on a travaillé sur un panel de services avec une approche un peu incrémentale qui va construire un parcours client autour du digital. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment est-ce qu'on renforce la relation client grâce au digital et de ce fait, on la rend plus efficace. Alors, premier outil, on parlait tout à l'heure du centre d'appel. On a un centre d'appel parce que c'est aujourd'hui un des canaux privilégiés d'une relation client. On a un problème, on appelle un service pour le compte de l'eau, par exemple, pour s'abonner, pour résilier, pour déclarer une fuite ou un sinistre. Ça, c'est l'approche
qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le centre d'appel. On répond au téléphone à une sollicitation, on la traite. Pour que ce soit traité de façon efficace, on va fournir un CRM, un outil qui va permettre au conseiller client d'individualiser, de personnaliser la relation qu'il va avoir avec le client. Donc nous, on travaille essentiellement avec un logiciel qui est Salesforce, qui est mondialement connu et reconnu, et qui nous permet d'avoir cette approche à la fois en marque blanche, c'est-à-dire qu'on travaille pour une collectivité locale ou Veolia, on va avoir cette capacité à faire du sur-mesure, ce qui est une de nos principales forces. Et puis le conseiller client va lui pouvoir saisir tout un tas de données, générer des opt-ins qui va permettre ensuite d'engager une relation d'information, de suivi tout au long de ce parcours client, et donc de le personnaliser. Et puis ensuite vont s'ajouter d'autres outils qui vont être au service de cette relation client. Et aujourd'hui, on a de formidables leviers que sont toutes les technologies d'intelligence artificielle, type chatbot, voicebot, callbot, qui sont ces outils qui vont pas remplacer, mais alors, dans un premier temps, diminuer le taux d'entrant, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de demandes qui vont être faites via le téléphone, qui sont sans valeur ou à faible valeur ajoutée, parce que c'est des demandes très simples qui pourraient être résolues par une petite recherche sur Internet ou... Alors justement, je rebondis parce que vous avez mis en place une vidéo personnalisée, Oui, interactive, oui. Pour améliorer l'expérience de vos clients, les engager. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser ce média? Je pense que vous parliez d'appel à faible valeur ajoutée. Est-ce que ça a un rapport? Alors, pas directement. La vidéo interactive, c'est pour nous ce qu'on appelle l'engagement client. C'est-à-dire que c'est un des canaux opportuns pour, en tout cas pour ce qui nous concerne, rendre, en 2 mots, simple une démarche complexe. La vidéo interactive personnalisée, nous, on l'a mis en place pour le compte de Veolia dans le cadre de la facture. Oui. La facture d'eau, je pense qu'on est tous confrontés à ça, c'est quelque chose qui est à la fois ésotérique et illisible. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des taxes, et puis en plus c'est un sujet, malgré le fait que l'eau soit pas forcément très très chère, hein, c'est quelque chose qui peut générer de l'insatisfaction et de et de l'anxiété surtout. Et de l'anxiété. Ça c'est un sujet. Alors en France vous avez énormément de gens qui disent que l'eau est trop chère, mais en même temps vous avez autant de gens qui disent qu'ils savent pas combien elle coûte. C'est un peu le paradoxe français, mais pour autant c'est un sujet anxiogène. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que dans cette approche d'engagement, la vidéo va permettre d'adresser quelques semaines ou quelques jours par SMS ou par mail avant la réception de la première facture d'eau du client, cette vidéo qui va expliquer de façon à la fois personnalisée, avec votre nom, adresse, sur votre support, téléphone, SMS ou un mail, votre facture. Vous allez dire, bonjour Monsieur Veil, vous avez 31 rue je ne sais quoi, votre facture d'eau du temps correspond à donc, telle ligne, c'est la redevance abonnement. C'est pas un tutoriel, elle s'adresse à une personne en particulier. Exactement, elle est personnalisée. Et ça, c'est quelque chose à la fois d'important parce que, on anticipe. La première facture, qui est toujours un moment où alors après, ça ne se fait... C'est vraiment à la réception de la première facture, donc elle anticipe un besoin en étant envoyée quelques jours avant. Et donc, de ce fait, en anticipant, à la fois, on anticipe les questions qui pourraient être posées. Donc, ça évite ensuite à la personne d'appeler le centre d'appel ou d'envoyer un mail ou de chatter sur le chatbot pour connaître ou comprendre cette facture d'eau qui est souvent sujet à énormément de centres d'appel téléphonique. Oui. Et donc, c'est vraiment Vous avez eu des premiers retours, du coup sur On a des premiers retours. Aujourd'hui, on a adressé un peu plus de 4500 vidéos. Et on se rend compte qu'il y a un taux à la fois d'ouverture et de suivi, c'est-à-dire les gens qui vont visionner la vidéo sont assez élevés, d'un peu plus de 50%. D'accord. Et l'autre avantage, c'est qu'on parlait de digitaliser la relation client, c'est que par le prisme de cette vidéo, on va pouvoir ensuite inciter à opter pour la mensualisation, le paiement en ligne, obtenir sa facture et la recevoir directement par mail. Donc non seulement on utilise un canal moderne, interactif, on anticipe une demande, donc finalement on rend service aussi à l'usager puisqu'il ne va pas avoir à téléphoner pour comprendre une facture d'eau qui est quelque chose de nouveau pour lui. Et en même temps, on va pouvoir lui passer des messages. C'est vraiment aussi notre devise, c'est passer le bon message au bon moment et anticiper. Et là, typiquement, c'est le bon moyen pour rendre simple quelque chose
de complexe. C'est compliqué. Mais justement, j'ai envie de me tourner vers vous, Isabelle, parce que est-ce qu'il y a on parlait de vidéos personnalisées, donc on utilise des data, on utilise des données personnelles pour communiquer des informations à des clients. Est-ce qu'il y a une particularité juridique par rapport à l'intervention de Julien sur la RGPD, la gestion des données personnelles? Il y a des contraintes légales liées à ce média? Oui, bien sûr. Dès lors qu'on parle de données personnelles, il faut les gérer conformément à ce RGPD, qui est une réglementation qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas plus contraignante que l'ancienne. Et ça, c'est une erreur qu'on rencontre très souvent, parce qu'en réalité, très peu de choses sont interdites avec le RGPD, contrairement à l'ancienne législation où il fallait beaucoup demander d'autorisation à la CNIL, où souvent on ne les obtenait pas. Là, c'est pas le cas. Mais à contrario, la législation oblige le professionnel à analyser son traitement, tous ses traitements. Et bien sûr, là, on voit bien qu'on va avoir de la donnée comportementale, c'est des données qui sont considérées comme sensibles. Il n'y a pas d'interdiction, il faut les analyser et il faut les sécuriser. Donc en fait, je pense qu'il faut plutôt se réjouir qu'on soit sous l'empire d'une législation qui est quand même beaucoup plus pragmatique que l'ancienne de ce point de vue. Et sur le secteur d'activité de Veolia, qui est le secteur de la distribution de l'eau, est-ce qu'il y a une particularité juridique sur ce secteur par rapport à d'autres ou... Non, c'est pour la distribution d'électricité, en fait, qu'il y a des particularités juridiques qui sont excessivement contraignantes, mais pas spécialement sur nous. Très bien. Merci Isabelle et merci Julien pour la présentation de vos solutions. N'hésitez pas à intervenir ou à rebondir si vous avez des remarques. On vient de faire un focus sur la transformation digitale dans la relation client avec Homefriend dans le secteur de l'eau. On peut poursuivre maintenant avec vous, Salomon, sur Armatis. Alors oui, en règle générale sur la transformation digitale, effectivement, on a dû s'adapter. En plus, on a une filiale qui est dédiée qui s'appelle Armatis LC Innovation, qui est dédiée effectivement aux nouvelles solutions, start-up, des matinées d'innovation qui nous sont proposées. Mais en plus de cela, on a créé une direction de la transformation digitale, tout simplement parce que les habitudes évoluent des consommateurs. On passe effectivement d'une automatisation maximale. On essaye de rendre de plus en plus autonome le client final pour lui permettre, effectivement, je rejoins un peu ce que disait Julien, tout ce qui est acte à non-valeur ajoutée élevée, d'être traité automatiquement de manière autonome. Maintenant, tout ce qui est à plus forte valeur ajoutée, c'est là où on intervient également pour accompagner le client consommateur, le prospect, pour lui expliquer et affiner ses demandes ou ses questions éventuelles. Mais d'ailleurs, vous avez créé une BU spécialisée dans la banque assurance. Absolument. Donc Armatis, qui est l'entité filiale 100% du groupe Armatis LC, qui est dédiée à la banque et à l'assurance, a été créée tout simplement parce qu'on est sur un secteur très réglementé. On est également sur un secteur qui est en pleine évolution et croissance. Avec le e-commerce, c'est le deuxième secteur qui évoluera le plus sur les prochaines années d'après toutes les études. Et après, effectivement, il y a la partie formation, certification, accompagnement également. Et on le voit, la loi évolue à la fois sur la partie vente de produits d'assurance, mais également sur la partie intermédiation en opérations bancaires et services de paiement. On a la chance d'avoir les plus grandes banques en ligne qui sont nos clients et on voit que les demandes sont de plus en plus pointues et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs ont besoin de comprendre les montants des intérêts qui leur sont versés ou au contraire les frais qui leur sont demandés. Et vous commercialisez quel type de contrat ? Alors, au niveau assurantiel, il faut distinguer les contrats vie et non-vie. Ce qu'on commercialise le plus par téléphone, ce sont les contrats par inclusion. Donc, par exemple, l'assurance des moyens de paiement, là qui peut être réalisée en rebond sur des appels entrants, sur le compte courant. D'accord. Et après, tout ce qui est en appel sortant, c'est plus ce qu'on appelle des assurances de poche ou de la prévoyance. Donc, chien-chat, obsèques, hospitalisation, notamment, par exemple. Et où là, effectivement, ça évolue. On le voit avec la DDA, donc la directive de distribution d'assurance. Il y a un besoin de formation continue de nos collaborateurs. On a la chance d'avoir un organisme de formation interne qui certifie nos collaborateurs. Donc, sur la partie bancaire, ils sont certifiés IOBSP, intermédiaire en opérations bancaires
et services de paiement. Et sur la partie assurantielle, IAS, donc intermédiaire en assurance. D'accord. Donc là, malgré une certification première, nous rallongeons la période de formation continue avec à minima 15 heures annuelles sur des spécificités qui sont dispensées à l'ensemble des collaborateurs avant même de pouvoir vendre et commercialiser des produits d'assurance. Vous avez ensuite la gouvernance produit. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la DDA, le consommateur doit recevoir la description de son produit et pareil, avant même la vente. Donc là, on a des consommateurs avertis et on propose des solutions et des produits qui correspondent à une phase de découverte qui est aujourd'hui obligatoire et qui permet effectivement de proposer le produit en fonction des réponses Le plus adapté, en fait. client. Ouais. Exactement. Alors, au cours de l'été, le secteur de l'assurance a été particulièrement visé par des demandes remettant en cause la vente de type assurance par téléphone. Énormément. Il y a eu énormément Comment vous avez réagi, du Voilà. coup, côté Il y Armatis? a eu énormément de sanctions, des avertissements également dans le secteur en particulier. On a réagi tout simplement en progressivement réalisant des ventes saines. Ce qu'on appelle des ventes saines, c'est effectivement le client est informé de la fiche produit que l'on propose Ok. via des outils qui permettent d'avoir un applicatif, enfin même Recurrent le propose également. Donc login, mot de passe, il est sur un espace client, il a l'ensemble des fiches d'informations produits et à partir de là, effectivement, on l'avertit sur les différentes exclusions du contrat proposé et il prend une décision en connaissance de cause avant d'effectuer son achat. Donc là, le client est totalement autonome sur son Absolument. parcours. On fait alors en volume, il y a moins, j'allais dire, d'appels de prospection. En revanche, ce sont des appels plus qualitatifs et avec des ventes qui Un taux de transformation plus intéressant. une appétence plus forte. Isabelle, il y a une spécificité juridique qui encadre la vente à distance par téléphone. Alors oui, tout à fait, dès lors qu'il s'agit de démarchage, c'est-à-dire effectivement d'une opération où c'est le professionnel qui va rechercher le consommateur pour essayer de lui vendre quelque chose. Le législateur y est excessivement hostile. Et donc, il y a effectivement une possibilité de conclure une sorte de demi-vente par démarchage téléphonique avec un consentement possible, mais le consommateur ne va être engagé que par sa signature du contrat. Donc, quelque part, on voit bien, c'est ce que vous venez de dire, que le deux temps est obligatoire en réalité pour pouvoir conclure complètement et sainement une vente par téléphone. D'accord, très bien. Tu voulais intervenir, Laurent? Non, je retiens simplement les mots qui ont été donnés par Julien au début, qui était la recherche d'efficacité. Mais pour arriver à la recherche d'efficacité, je crois qu'il y a deux règles. C'est une vente saine. Oui. Pour moi, une vente saine se fait dans la transparence, elle se fait dans la confiance. Et très souvent, on a parlé, on l'a vu avec Isabelle Renard, de produits, de technologies ou autres. Je pense qu'on a dépassé ce cap aujourd'hui dans le digital. Le consommateur est beaucoup plus mûr que le professionnel dans la maîtrise du digital. Il attend aujourd'hui, lui, de travailler dans un espace où il est en confiance, où il est dans la légalité. Et même si on peut encore s'interroger sur la vente en un temps, sur la vente en deux temps, ce qui est important, c'est de traiter le consommateur comme un futur consommateur sur le long terme. Une mauvaise vente est à bannir, je dirais, aujourd'hui. Et je pense qu'on a encore à travailler, nous qui sommes professionnels du marketing, auprès de nos interlocuteurs de la direction client, de la direction des opérations, de les persuader que de mettre cette information préalable à la souscription, que d'avoir une aide par le téléconseiller qui peut accompagner et répondre à mon article 14 des conditions générales de mon assurance ou de ma mutuelle, c'est un plus. Et c'est un gage d'image et c'est un gage sur le long terme, je dirais, de garder ce client pendant quelques années. Et c'est ça sur lequel... Le digital peut nous aider en ça? Bien évidemment, Ouais. puisque le digital, comme l'a dit Julien tout à l'heure, il prépare le client à la transformation digitale. J'ai bien vu que la vidéo, je crois qu'on va partager cette idée, c'est un premier pas vers le client, même s'il ne l'a pas souhaité. C'est un plus que vous lui apportez. Et ce plus, c'est pour le transformer en relation digitale. Donc ça veut dire l'accompagner sur le long terme. Et Isabelle nous l'a dit, ça si se fait le législateur sur le démarchage, et je crois qu'il a raison, veut encadrer cette vente. Il faut maintenant que ça ne devienne pas aussi un frein au développement de la vente à distance, de la gestion du territoire. Tout le monde ne peut pas avoir un magasin en face à face, un agent. Donc il faut trouver juste limite. Très bien. Alexandre,
Nicolas. Président de Speak 33. On vient de parler d'innovation technologique, de transition vers la relation client digitale. Il y a également des obligations au niveau juridique. Tout cela touche directement les collaborateurs, les processus, l'ensemble des services d'une société et le consommateur. Donc, outre le fait de diriger une entreprise reconnue sur l'accompagnement, est-ce que déjà on pourrait vous définir comme le couteau suisse de la transition digitale dans la relation client qui va solutionner toutes ces problématiques? Vous vous définiriez comme ça? C'est Laurent qui m'a dit que vous étiez... D'accord. Non, alors je répondrai au couteau suisse un peu plus tard tout à l'heure. On n'est pas des magiciens. Cela étant, dans cette transition de la relation client digitale, on est donc face à un processus de modernisation grâce aux nouvelles technologies. Nous, ce qu'on constate, on a à peu près maintenant une soixantaine de clients dans le domaine de la relation client. On a des clients qui sont très techno, 100% techno, donc qui vont construire, ils vont soit même créer des filiales pour adresser un marché avec toutes les technologies en full digital, presque en déshumanisant la relation client et en faisant un focus vraiment sur le tout numérique. Donc on a une clientèle comme ça qui est née en fait dans cette ère numérique et qui se rend compte des limites, j'en parlais tout à l'heure. Et puis on a des clients effectivement plutôt traditionnels qui vont évoluer, qui essaient d'évoluer vers effectivement les relations client digitales avec les différents freins que ça représente. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'au final, le consommateur, il fait la résistance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des marques qui souhaiteraient tout automatiser, beaucoup, pour des raisons économiques et pour des raisons de performance commerciale. Mais on a le consommateur qui fait la résistance et qui, grâce aujourd'hui aux offres qui existent sur Internet, a le choix et fait son choix par rapport à une expérience client qui lui est la plus proche. D'accord ? Et pour exemple, un site e-commerce qui ne va pas mettre un numéro de téléphone sur sa vitrine, bah, finalement, peut avoir jusqu'à 10 à 30% de ventes en moins. C'est pas moi qui le dis, c'est Google. Donc, on voit bien, on va dire, parfois l'inadéquation qu'il peut y avoir entre un processus qui est full digital, où on va privilégier finalement une relation automatisée, et une clientèle qui va chercher finalement la relation humaine, la conversation, pour avoir de l'assurance, pour être orienté, pour être conforté dans son choix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RC digitale, pour nous, en tout cas, c'est une RC, une relation client multimodale. C'est-à-dire que c'est pas du full digital, c'est du digital avec de l'humain. Ce que je trouve intéressant dans le digital, c'est que ça vient compenser finalement dans l'acte commercial quelque chose qui n'existe pas dans la vente à distance, c'est-à-dire le face-à-face qu'on fait ensemble, qui compte pour 55% de l'acte de vente. 7% c'est le verbe et les 18% restants c'est la manière dont on le dit, le vocable, donc le ton. Donc à distance, on a les mots, on a le ton, mais on n'a pas cette relation. Voilà. Et donc le numérique, aujourd'hui le digital, vient compenser finalement ces 55% qui font qu'un consommateur peut se décider. Et donc c'est ce que je trouve intéressant dans toute cette transition, qui pour nous doit être multimodale, donc le digital avec une relation humaine. Et donc je vais prendre deux exemples parmi nos clients. Le premier client, c'est dans le domaine de l'assurance qui s'appelle Réassurez-moi, qui est un comparateur de produits d'assurance et courtier en ligne, qui est né en fait, donc ça c'est un exemple d'une structure qui est née de l'ère numérique et qui donc a fait toute sa croissance en full digital et qui a constaté au bout d'un moment qu'il y avait un certain nombre de devis qui ne transformaient pas par des actions digitales. Et donc ce sont des prospects qui attendaient un autre type de relation. Et donc on les a accompagnés quelques temps et sur un produit en particulier qui est le produit de la santé, qui est un produit très concurrentiel dans le marché de l'assurance, et bien en travaillant le parcours multimodal, on a multiplié par 3 les taux de transformation. Donc ça veut bien dire qu'il y a une partie de la population qui n'est pas autonomiste sur Internet, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être rassurée. Et donc c'est aussi rassurant pour nos métiers de la relation client et que l'humain demeure dans le processus de vente. Et le deuxième exemple, s'il me reste un petit peu de temps, je n'ai pas... Allez-y. Très bien. Avec plaisir. Le deuxième exemple, en fait, c'est une marque de couleur verte qui est une des filiales du groupe SFR. Une marque de couleur verte. Qui adresse donc un marché plutôt jeune, low cost, full digital. Et bien là, c'est le même constat, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui est d'accord pour souscrire
en ligne, faire du chat au niveau du service client. Mais finalement, il y a beaucoup de ces clients qui font ces prospects, pardon, qui font des paniers mais qui ne transforment pas, qui attendent un autre type de relation. Et de la même manière, au niveau du chat, parfois ça se transforme finalement dans une conversation, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 itérations, on va engager une conversation téléphonique parce qu'il faut résoudre le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une petite aparté, mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie de traiter un sujet à distance, moi je le vois sur les nouvelles générations qui ont beaucoup de mal avec le téléphone et qui envoient des centaines d'emails pour traiter un sujet qui pourrait être clos en 2 minutes au téléphone, c'est bien symptomatique d'une relation qui est différente dans le digital. Donc, juste pour reprendre cet exemple, donc cette marque, finalement, en travaillant le parcours multimodal, on a réussi à récupérer environ 4% de clients en plus par mois, sur le volume que ça représente. Ouais. 4%, ça paraît petit, mais sur le volume, c'est Ouais, important. Donc, tout ça en travaillant finalement cette multimodalité. Voilà, et c'est comme ça que nous intervenons. Et pour reprendre votre commentaire sur le couteau suisse, en fait, parce que quand on aborde un projet en relation client digital, on a besoin de fédérer énormément de compétences de l'entreprise. Ça va de la conformité, du juridique, de la sécurité, au marketing produit, à la relation client, au commerce. Voilà. Toutes ces fonctions doivent être d'accord pour qu'un parcours client, dans la relation client digital, il doit être validé, soit fluide, C'est ça. parce que ça a des incidences commerciales importantes dans l'entreprise. Donc c'est des projets qui sont longs, et c'est pour ça qu'effectivement, il vaut mieux avoir un couteau suisse, parce qu'il faut être capable de fédérer l'ensemble de ces métiers pour que le projet naisse. Je rajouterais que dans le secteur bancation, c'est encore plus long. Alors, Parce que effectivement, tu rajoutes à la conformité, les risques. il y a un temps long Et dans ce juridique. secteur d'activité, effectivement, où quelque chose qui pourrait prendre 6 mois prend plusieurs années. Mais c'est caractéristique de ce secteur, tout à fait. Voilà, donc juste pour conclure cette... J'ajouterais aussi ton oui. côté pilotage. Enfin, on a déjà travaillé ensemble, Oui. on le dira plus tard, mais je pense que l'entreprise aujourd'hui, les conseils ne sont pas uniquement la brique dont elle a nécessaire. Elle peut s'en arrêter, mais souvent le groupe veut être accompagné dans cette phase de pilote, que l'on appelle de pilote, de POC ou de test. Tout à fait. Et c'est quelque chose que tu apportes. Oui. Et je pense qu'il est important, parce que si nous, on n'aborde que la brique technologique, et on va voir qu'on va en sortir par le parcours client, qui est essentiel. Moi, je pense que ton apport aussi, après le conseil, après ce que vient de dire Salomon sur la durée de démarche pour fusionner l'intégralité des services de l'entreprise, cette partie pilotage est essentielle. Elle est aussi importante que le conseil aujourd'hui. Alors, j'allais conclure, mais merci de le souligner là-dessus. C'est qu'effectivement, notre approche est une approche essentiellement opérationnelle et avec surtout un modèle économique où la rémunération, c'est au succès. Donc, on n'est pas dans du conseil stratégique, on est vraiment dans du conseil opérationnel et on accompagne nos clients jusqu'à l'exécution avec une partie de la rémunération qui est indexée. Julien, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais réagir sur un point qui me semble vraiment important et qui fait écho à ce que disait Laurent tout à l'heure sur la confiance. Et je pense que cette approche aussi du multimodal fait qu'on est obligé aussi de s'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tout numérique n'est pas la finalité, parce que aussi les comportements sont différents selon les zones où on habite, selon notre âge, selon notre mode de consommation. On parlait tout à l'heure de certains services dits low cost de téléphonie où toutes les démarches se font essentiellement via chat, et souvent on se rend compte que, pour en être moi-même un utilisateur, manque le moment où on va pouvoir interagir par téléphone ou avec un interlocuteur réel. Et en fait, Un humain. exactement, ouais. Et ça contribue à cette approche de confiance qui doit s'établir dès les premiers pas, parce que généralement, on s'engage dans une relation sur un court ou moyen terme, parce que sur de l'assurance ou autre, la loi fait qu'on s'engage sur un contrat, donc il y a des obligations respectées. On en sort, même si le droit permet d'en sortir plus facilement, et heureusement, mais il y a quand même un engagement entre le client et la marque. Et je trouve que cette confiance-là, surtout dans nos métiers qui sont quand même des secteurs, des services publics, bien que transférés restent des services publics, cette notion de confiance est hyper importante. Et on parlait du chat à l'instant ou des chatbots. Il n'a d'intérêt que si, à un moment, il permet de décrocher sur le téléphone ou sur un humain. C'est le bot to human. C'est quelque chose d'important parce que si, à la fin, on n'arrive pas à
aller jusqu'au bout de la démarche ou avoir la personne, si la personne veut parler à quelqu'un, on peut lui proposer tous les outils du monde. Ouais. Elle veut parler à quelqu'un. Donc Ouais. après, il faut Donner s'adapter des portes de aussi. sortie. Donc il faut que dans cette approche, Mm. on ait plusieurs modes et puis qu'il y ait toujours cette possibilité de déployer vers un humain pour avoir une approche plus personnalisée. C'est pas une finalité. Et ça, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Alexandre, vous vouliez rajouter quelque chose? Je pense que non. Très bien. Moi, je constate en tout cas que les fondamentaux de la relation client restent très présents. C'est ce que j'entends, et ce que je peux comprendre au travers de ce que vous dites sur le fait qu'on a besoin d'humains au travers de ces stratégies digitales et de toutes les innovations qu'on peut mettre en place. Laurent Lamberti, vous êtes consultant, directeur du programme Record Sign et Video Sign. Vous êtes le seul intervenant à représenter des solutions très directement celles d'Opportunity. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se tutoie. Oui. Est-ce tout que à fait. tu peux m'expliquer pourquoi tu as travaillé sur des solutions innovantes sur la vente à distance? En réalité, on remonte dans les années 2014. J'étais, moi, à l'inverse, je recherchais des solutions pour la souscription au travers de grands groupes. Et j'étais étonné de voir qu'on parlait beaucoup de technique, qu'on parlait beaucoup de juridique, mais la place de la relation client n'était pas présente. Il y avait aussi un phénomène marché, ça veut dire qu'on était à un marché émergent, on était sur beaucoup de sociétés qui proposaient des solutions technologiques, donc on était plus en découverte de solutions, mais malgré tout, on voyait que le client n'était pas au cœur de la relation. Donc ce qu'on a cherché déjà en premier de dire, c'est de dire qu'est-ce qu'attend le client, qu'est-ce qu'attend le marché, plutôt que de dire je vais sortir une solution et je vais m'adresser au marché. Et puis on se rend compte que simplement le client est comme nous consommateurs, le mot confiance, comment on peut lui donner la confiance, la transparence, comment on peut apporter je dirais, cette transparence, eh bien, il faut que le prestataire de service, donc je vais reprendre le terme de Julien, qui travaille en B2B, to B2C à la fin, donc il travaille pour un donneur d'ordre, comme Salomon, hein. Il travaille pour un donneur d'ordre, il va exécuter une tâche qui est extrêmement complexe, qui est de faire de la vente, et ensuite s'adresser au consommateur. Donc en réalité, on a, lorsqu'on veut mettre une solution en place, 3 interlocuteurs. Et je pense qu'il faut réunir ces 3 interlocuteurs. Il faut donner la légalité, il faut donner le conseil, je dirais, aux prestataires et aux donneurs d'ordre, aux fournisseurs. Il faut le rassurer. Il faut lui dire, n'ayez pas peur de cette transparence, n'ayez pas peur d'ajouter de l'humain à la technologie, ce que l'on a dit, et c'est l'ADN d'Opportunity. Tout à l'heure, j'étais un petit peu surpris sur la présentation d'Opportunity, mais depuis le départ et les 15 ans d'Opportunity, au travers de cette plateforme qui a une offre sur toutes les étapes de la souscription, du suivi client, de rechercher la fidélité du client, d'aller sur les problèmes de recouvrement, jamais nous nous sommes avons approché le marché sans mettre l'humain, à un moment donné, au cœur de la relation client. Donc simplement, dans la souscription, on s'est dit, OK, j'ai 3 interlocuteurs et je n'ai pas que la compagnie d'assurance à satisfaire. Donc la première chose a été de rechercher quelles sont les solutions en place. On avait la chance, et c'est comme ça que nous avons travaillé avec Isabelle, de savoir qu'il y avait la loi Hamon qui venait suite à beaucoup de litiges dans des domaines de distribution, d'ouverture de concurrence sur les domaines électriques ou autres. On a travaillé en regardant ce que le législateur nous imposerait et on a essayé de trouver une solution qui est qui permet à la fois au consommateur de choisir sur quel canal il veut souscrire. Je suis au téléphone, est-ce que je peux trouver une solution au téléphone, une intention de souscrire, un contrat vocal, est-ce que je peux le faire? On a travaillé avec le législateur, on a travaillé avec un opérateur téléphonique très connu, par sa couleur, je ne peux pas la citer, la couleur, parce qu'on devinerait qui est. Mais on a travaillé avec eux et on a fait des pilotes. On a mis les autorités, la DGCRF, autour de la table. On a travaillé ensemble avec le consommateur et on a sorti cette solution qui s'appelle Record Sign en 2016. C'est quoi? Alors justement, j'allais vous demander en quoi cette solution améliore le ROI et la qualité. Eh bien, premièrement, je crois qu'on est là l'unique solution qui permet aujourd'hui de souscrire par un contrat vocal. C'est-à-dire que pendant la conversation téléphonique, on va pouvoir, en fonction de la législation du secteur, avoir l'intégralité de la synthèse de l'offre, la durée, les offres,
les moyens de désabonnement, c'est-à-dire les informations essentielles qui sont dans un contrat, qui sont résumées au client. Prospect, qui est prospect? On va lui demander s'il a compris l'offre, on va lui demander s'il a des questions sur l'offre, et ensuite s'il a cette intention de souscription. On va lui demander d'être proactif. On va mettre ce prospect dans une bulle de confiance où il n'est plus en relation avec le téléconseiller. En réalité, il est plus sous pression. Et on va lui demander d'interagir avec son clavier téléphonique, son écran, son mobile, pour confirmer sa conversation téléphonique. Ensuite, on va créer une enveloppe numérique de cette souscription et on va demander, je dirais, un eurodatage en quelque sorte. Et à qui on s'est adressé? Au groupe La Poste. Qui peut mieux que le timbre à côté du timbre se cacher de La Poste? On l'a transféré, je dirais, sur cette souscription. Les participants au webinar peuvent voir en fait cette présentation schématisée sur leur écran en même temps que tu parles. Absolument. Donc là, on est sur l'identité déclarée. Je suis au téléphone, je déclare mon identité, mais je suis sur la première base de l'identité. Et puis enfin, on va conserver naturellement toute cette preuve, parce que c'est ça, cette preuve qui va constituer la confiance. Eh bien, j'ai un partenaire technologique qui est le groupe CDC Archineo, filiale de la Caisse et dépôts et consignations, qui peut mieux archiver que cette institution qui est donnée. Mais là, on n'a fait que la première partie. On a parlé que du vocal. Tout à l'heure, on a parlé qu'il nous fallait une signature identifiée. Donc, on a un règlement, et c'est là où je rejoins Isabelle sur son analyse. En réalité, le règlement nous a permis d'avoir un cadre. Et si on respecte ce cadre, on peut faire de plus en plus de relations digitales. C'est une signature numérique qui va être identifiée à partir de son mobile. Ensuite, on a fait cet espace client. Salomon en parlait tout à l'heure. Le client, qui n'est pas encore client, qui est le prospect, va pouvoir valider, va pouvoir visualiser son document. C'est un peu la technologie, effectivement, qui vient compléter la procédure. Compléter la procédure, absolument. Et le client va pouvoir le faire en temps réel, s'il le souhaite, avec le téléconseiller, mais va pouvoir demander aussi un laps de temps et de faire une vente en 2 temps. C'est-à-dire, écoutez, je vais partager ce soir dans mon milieu familial la proposition de vous faire, prendre le temps de réfléchir, mais malgré tout, on a déjà un acte qui est très engagé. Et quand on sait aujourd'hui qu'un consommateur reçoit 3000 images par jour, alors qu'il a déjà commencé une intention de souscription, qu'il est en train de visualiser les documents, qu'il va pouvoir les compléter, qu'il va pouvoir signer, et toujours avec ce petit bouton callback, je dirais, qui est dire « j'ai besoin d'une aide », de 9h du matin à 21h, il va pouvoir demander, se faire assister par un téléconseiller, faire par notre solution une demande de rendez-vous téléphonique. Je suis disponible demain à 12h30, à 13h, je souhaiterais être rappelé. Donc on voit que le parcours client est encore plus important que la technologie. La technologie, elle répond aux règlements européens, aux normes françaises, oui ou non. Ensuite, c'est avoir tous les canaux pour pouvoir répondre sur le canal sur lequel il souhaite souscrire. Ensuite, c'est avoir l'humain toujours disponible pour l'aider. Et c'est comme ça que Ricard 5, je dirais, en 3 ans, ça a été long, mais aujourd'hui s'implante dans de grands groupes, télécoms. Mais j'allais te poser la question, je ne sais pas pourquoi de savoir où en est le marché. Est-ce que c'est des solutions qui peuvent s'appliquer sur tous les secteurs d'activité? Alors, les premiers secteurs que nous avons découverts, c'est le métier des télécoms. Premièrement, c'était un marché très important. Et deuxièmement, dont il y a une législation qui est suivie, vu le nombre de contacts et de relations clients. Après, ça a été le divertissement chaîne payante ou autre. Et puis, il y a un troisième secteur qui est aujourd'hui, je dirais, en économie tout à fait favorable, comme l'a dit Salomon, c'est le secteur de l'assurance. Et nous avons de plus en plus d'expérience sur le secteur de l'assurance. Nous voyons les difficultés que tu as énumérées au cours de l'été. Et nous voulons faire évoluer notre solution Ricard 5 par rapport à la législation. Et c'est pour ça que le fait d'avoir une juriste totalement dans le métier du digital, une entreprise qui conseille et qui pilote les entreprises, et puis avoir, je dirais, un professionnel qui a créé sa propre BU, je crois, est très importante. Et d'ailleurs, on fera une petite annonce en conclusion de cette intervention, parce que les différents cas que nous avons connus au cours des précédents mois, depuis le mois de dernier trimestre, qui nous ont amené à échanger de plus en plus d'informations, nous amènent à faire évoluer une offre dans laquelle on parlera. Ça, c'était pour la partie Ricard 5. Donc, la confiance, par la simplicité, et il y a un seul mot qu'on n'a pas traité, c'est l'efficacité. Nous, ce que nous nous engageons aujourd'hui lorsque nous rencontrons un groupe, c'est que nous allons faire
gagner à ce groupe 15 à 25% de taux de gain entre l'intention de souscrire de son parcours existant et en plaçant une technologie comme Il y a Recursion. des caméras. Hein. Donc c'est un challenge. C'est noté, enregistré, diffusé là. C'est un challenge. Très bien. Merci Laurent. Isabelle, on n'est pas loin de clôturer cette webconférence. Avant de la clôturer, il me paraît essentiel, au travers des témoignages qu'on vient d'entendre, d'évoquer, d'aborder avec vous la place du juridique dans cette économie digitale, et plus particulièrement un focus sur la relation client. Oui, tout à fait. Je crois que le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot de décalage, en fait. C'est le décalage effrayant, pourrait-on dire, entre la règle de droit et la pratique. Et quand je dis pratique, je ne parle pas de la pratique uniquement des professionnels qui sont autour de cette table, dont on pourrait dire c'est des affreux, hein, ils essayent de vendre, etc. Mais aussi la pratique du consommateur, de celui qui voudrait acheter, et qui voudrait que tout ça soit fluide et se passe bien. Alors, côté règles de droit, on a une accumulation de règles qui est proprement effrayante, entre le code de la consommation, les codes sectoriels, les règles européennes, le RGPD, tout ça rend le parcours digital un véritable parcours du combattant. Et effectivement, en filigrane, pour le juriste que je suis, je vous entends parler et je vois, paf, là, obligation d'information précontractuelle. Alors là, des dizaines de documents. Obligation d'information RGPD. 4 pages, parce que c'est 4 pages qui doivent être données de manière simple et précise. Et en fait, en réalité, donc les professionnels essayent bien sûr de s'y conformer, et le consommateur, bien sûr, ne les lit pas. Parce que de toute façon, c'est illisible. Donc, il y a là quelque chose qui est un petit peu choquant, je dirais. Pour l'instant, on n'y peut pas grand-chose. Donc, la moralité de cette histoire, c'est quoi ? C'est qu'il faut très bien les connaître, ces règles, parce que finalement, on ne surmonte bien que quelque chose qu'on connaît bien. Il faut bien les connaître et il faut travailler en analyse de risque. Par rapport, non pas seulement à ses propres risques de professionnels qui sont de nature diverse, qui peuvent être des risques d'image si on se fait coincer par la DDPP, qui peuvent être des risques financiers, mais également par rapport au risque à l'analyse pour le consommateur lui-même, qui reste effectivement, au sein de la relation client, qui reste primordial. Si lui a l'impression qu'il n'y a pas de transparence, qu'on l'a trompé, qu'au bout du compte, on lui a pas dit les choses qui étaient essentielles, eh bien c'est négatif pour tout le monde. C'est une somme. Mais surtout qu'en 2019, il y a eu plusieurs condamnations proches du million d'euros, et on voit que, outre le montant de la condamnation, c'est l'image de ces groupes qui est impactée très directement, en fait. Oui, bien sûr, il y a un risque d'image, mais j'aurais tendance à dire, quelque part, il est important. Mais c'est pas ça le plus important. Quand vous voyez les condamnations que prennent des géants comme Google ou Amazon, tout à fait honnêtement, j'ai pas l'impression que ça leur fasse grand mal. Non, en revanche, et on en revient à ce qui a été important, qui a été dit, c'est la confiance du consommateur, parce que condamnation après condamnation, on finit par se dire, finalement, tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Et il y a donc globalement un écosystème qui, en ce moment, est un peu fonctionne pas bien, et il a des hauts carrés parce que on a une législation qui est par accord avec les pratiques, qui finalement se retourne un peu contre le consommateur et contre ses intérêts. Donc, mais peut-être parce qu'aussi la norme est un peu à la traîne par rapport aux évolutions technologiques qui vont très très vite, et on a un peu l'impression que le législateur, pour être bien sûr de rien rater, en fait beaucoup trop, quitte à être contraignant, et se dit la technologie évoluant tellement vite, il faut qu'à chaque fois le droit la rattrape pour essayer de sécuriser quelque chose qui est très éphémère et très évolutif. Et de ce fait, on met des normes qui s'empilent, et on devient un peu dans un excès de normes. Et c'est vrai, le RGPD, c'est quelque chose de très important. Mais quand on doit afficher un placard à chaque fois qu'on ouvre un chatbot, parce que il faut quand même qu'on respecte ça, et on est très très challengé là-dessus par nos clients, on peut à peu, aller vers une moindre efficacité, parce que la norme est très contraignante. On a un peu cette impression-là. Ouais, surtout que là, on n'a pas abordé des sujets comme la reconnaissance faciale, blockchain, l'intelligence artificielle, un peu tout à l'heure, mais la gestion des cookies,
que là, on se sent obligé d'accepter à chaque sollicitation, sinon Sans on les n'arrive aujourd'hui, pas à ouais. accéder Ouais, au site. ouais, tout à fait. Comment, vous, Isabelle, vous voyez dans les prochaines années l'impact de ces nouvelles technologies sur la relation client? Alors, l'impact des nouvelles technologies sur la relation client, je crois que vous en avez parlé beaucoup mieux que moi. Ce que je peux dire en revanche, c'est l'impact de la relation client sur le droit. Ça va être quoi dans les prochaines années et dans un environnement de nouvelles technologies? J'ai envie de dire c'est le retour du bon sens. Parce que le problème, et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est d'essayer d'intégrer les technologies dans le droit. Mais le droit, c'est le droit. C'est le même maintenant qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans. Et il suffit, en fait, la technologie, c'est un moyen facilitateur. Et on s'aperçoit toujours que quand on revient aux règles fondamentales de droit, on les trouve, les réponses. Elles existent, elles sont devant notre nez. Sauf qu'entre-temps, le législateur a apporté un bruit de fond absolument terrifiant qui rend tout ça incompréhensible pour tout le monde, malheureusement. Alors, nous sommes ici des acteurs qui prônent la transparence. Vous êtes intervenu directement pour Opportunity sur la solution RecordSign, donc sur un prestataire de solution, mais pourquoi? Pour expliquer tout simplement, pour faire le lien, puisque j'ai la chance d'être à la croisée du chemin entre la technologie et le droit, du fait de mon parcours. Et donc, c'est pour traduire des termes techniques en termes juridiques, pour dire, voilà, cette solution est ça. Par exemple, quand vous dites un enregistrement vocal à valeur probante est un écrit, je peux vous garantir que j'ai fait tomber de leur chaise quelques agents de la DTPP qui m'ont dit, mais elle est complètement folle celle-là. Et non, c'est un écrit. Non, voilà, non, des choses comme ça. Je ne le crois pas. Non, et Si. puis, comme le disait Alexandre tout à l'heure, lorsqu'on propose ces nouveaux parcours de transformation digitale, on s'adresse, je dirais, à la direction du groupe, on s'adresse à énormément de services. Et tout le monde ne sort pas du service juridique. Donc on est obligé, vu la complexité du droit, je dirais, de faire un lexique simplifié pour que toutes les directions comprennent. Et ce que nous, enfin, je pense qu'on a le même objectif autour de la table, c'est de persuader les entreprises de suivre, je dirais, un parcours de transition digitale, mais de ne pas non plus travailler sur des mois et des mois et des mois de décisions, de réunions, de pertes, parce que c'est à la perte de l'ensemble des interlocuteurs l'économie numérique. C'est pour ça que, généralement, ce qu'on prône, c'est de faire une expérimentation. Bien évidemment. La meilleure manière, finalement, de rentrer dans une transition en relation client digitale, c'est par l'expérimentation. Et d'ailleurs, donc à ce sujet, l'une des réflexions entre Opportunity, Armatis et Smith 33 a été de travailler sur une mutualisation des ressources du savoir-faire dans une offre packagée que très prochainement nous proposerons. C'est ce qu'on appelle un teaser. Un teaser. D'ailleurs, l'ensemble des internautes et des spectateurs qui nous verront pourront nous retrouver la semaine prochaine au CRM Meetings à Cannes, les 6 et 7 novembre. On a chacun d'entre nous un stand, donc nous avons l'occasion de nous croiser. Ah, très bien. Mutualisation des compétences, voilà ce qu'on peut dire. Bon, et en tant qu'animateur, d'abord je voulais vous remercier parce qu'il me revient de vous dire que nous sommes arrivés au bout de cet exercice et que j'ai trouvé moi personnellement très agréable et très enrichissant. Donc je vous remercie vraiment chacun d'entre vous pour avoir contribué à avoir passé cet excellent moment. Opportunity est aussi à Cannes la semaine prochaine au salon marketing. Sachez pour tous ceux qui nous regardent que l'ensemble de cette webconférence est en replay et donc vous pouvez partager et consulter en fait cette webconférence dans les mois à venir sur WebIKEO. Merci à WebIKEO, merci à tous les invités. Merci. Et un grand merci pour vos interventions et à très bientôt. Bientôt. Merci. Merci.